Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler des crises. Parce que je me mettais récemment dans la peau d'un nouvel investisseur. Vous savez, il y a plus de 400 000 investisseurs qui ont découvert la bourse pendant le Covid ou suite au Covid. Parmi ces 400 000 investisseurs, beaucoup de jeunes. Et je me disais, bon, déjà, ils ont découvert la bourse suite à une pandémie mondiale en 2020. Peu de temps après, ils ont vécu une guerre aux portes de l'Europe, en Ukraine, suivie par une inflation jamais vue depuis 20 ans ou 30 ans, suivie à nouveau par une hausse des taux hyper violente. Maintenant, on a la faillite de plusieurs banques. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, en tout cas, les nouveaux investisseurs peuvent se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on a autant d'événements qui sont rares et qui se passent en quelques temps, en fait, sur quelques années. Parce que c'est vrai, on peut se dire que les événements dont on parle ont lieu, on va dire, tous les 50 ans, ou voire même certaines fois une fois par siècle. Et c'est vrai, mais en fait, tous ces événements-là peuvent venir de n'importe où. Donc, si on prend, je ne sais pas, l'assassinat de Kennedy, la Grèce au bord de la faillite, Tchernobyl, un tsunami, les attentats du 11 septembre, le Brexit, en fait, chaque élément pris séparément, effectivement, ça va être un événement qui va arriver une fois tous les 50 ans, une fois par siècle. Mais au niveau mondial, en fait, ce genre d'événement arrive souvent. Et la situation qu'on vit aujourd'hui ou qu'on a vécue ces 5 dernières années, c'est une situation qui est tout à fait normale. Sauf que quand on investit en bourse, on a tendance à le remarquer beaucoup plus. Et quand on commence à investir en bourse et que ces crises apparaissent et que ces crises, on les ressent de manière beaucoup plus forte, en fait, on les voit de manière beaucoup plus présente parce qu'elles touchent en fait notre patrimoine, c'est vrai qu'on a tendance à écouter un peu ces émotions. Et comme je vous le répète souvent, écouter ces émotions en bourse, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en général, pendant ces crises, nos émotions nous disent déjà d'abord d'agir vite. Or, ce qui est important, c'est de réfléchir vite, pas d'agir vite. Parce que pour un investisseur long terme, ce que je suis et ce que vous êtes, la plupart d'entre vous n'êtes pas des traders, vous êtes des investisseurs à long terme, dans ce type de crise, à part quelques petits ajustements dans son portefeuille, peut-être prendre des profits, ou au contraire sortir d'une position dans laquelle on n'a plus confiance, la meilleure chose à faire, le plus souvent, c'est de ne rien faire. Et ce qui nous pousse à agir, c'est aussi que pendant ces crises, le monde entier se focalise sur un seul sujet, comme si tout en dépendait, comme si tout le reste avait disparu. Or, quelle que soit la crise, il y a déjà de fortes probabilités qu'elle soit passagère et ensuite que la plupart des business ne soient pas touchés. Mais les médias et les réseaux sociaux ont un effet amplificateur qui nous fait penser le contraire, qui nous fait penser que cette crise, elle va durer extrêmement longtemps et que ça touche absolument tout. Et c'est vrai que cet effet loupe autour de ce nouveau sujet, il intervient surtout sur les événements négatifs parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous les médias, tous les influenceurs, tous les commentateurs financiers font plus de vues sur les sujets négatifs que positifs. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut faire comme si la crise n'existait pas. Il faut éviter d'être dans les catégories extrêmes, donc extrême panique d'un côté ou inconscience totale, faire comme si la crise n'avait pas eu lieu de l'autre côté. Le monde est rarement binaire. Ensuite, à chaque crise, il est difficile d'y voir clair parce qu'on parle souvent d'un sujet qui est mal connu, voire même totalement nouveau pour la plupart des investisseurs. Avant la guerre en Ukraine, par exemple, il y a peu de personnes qui maîtrisaient réellement toutes les dépendances entre les pays vis-à-vis du gaz, du pétrole, etc. Peu de personnes pouvaient vraiment vous citer les pays avec les plus fortes dépendances au gaz russe. Même chose avant la pandémie, même chose avant une crise bancaire. On ne devient pas un expert en quelques jours ou quelques semaines, même en vous renseignant bien. Faites bien attention à l'effet Dunning-Kruger dont j'ai déjà parlé en vidéo, le fait de surestimer ses compétences sur un sujet qu'on vient de découvrir. Et dans le monde d'aujourd'hui, un aspect qui renforce énormément l'effet de Dunning-Kruger, c'est le fait que les informations fausses, les fake news, se propagent beaucoup plus vite que les vraies infos. Une étude du MIT a montré que sur Twitter, les fake news, même, et pour info, cette étude du MIT, elle a été faite avant le Covid, sur des données de 2006 à 2017. Et cette étude a montré que les fake news mettent 6 fois moins de temps pour toucher un groupe de 1500 personnes que les vraies infos. Les vraies infos sont partagées en moyenne à 10 personnes contre 19 pour les fausses. Et c'est normal parce qu'une fausse info est par définition beaucoup plus incroyable, surprenante, donc on est beaucoup plus tenté de la propager. Ce n'est pas une volonté des gens en fait de propager de la fausse info, c'est juste que c'est l'info la plus sympa en fait à partager tout simplement. Et partager à 19 personnes contre 10, on se dit que c'est juste le double finalement. Mais avec l'effet d'arborescence des réseaux, la fake news finit par toucher 100 000 personnes contre 1000 pour la vraie info. Ce qui explique que même quand la fausse info est une erreur involontaire et qu'on essaie de la rectifier ensuite, c'est quasiment impossible. On ne va jamais toucher autant de monde avec une vraie info qu'avec une fausse.
Bon, ok, on me laisse ces émotions de côté pendant une crise, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Vous pouvez me donner vos idées en commentaire. Moi, il y a une chose que j'aime beaucoup faire à chaque fois qu'il y a une nouvelle crise comme ça qui arrive, et à chaque fois que les médias, les réseaux, peu importe, s'emballent sur un seul sujet, ce que j'aime beaucoup faire, c'est tout simplement en profiter pour apprendre. Par exemple, le Covid a permis d'apprendre énormément de choses, bon, non seulement sur l'aspect vaccin, etc., mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est ce qu'on a appris sur les fragilités de la mondialisation, sur la supply chain, sur la manière aussi dont le monde peut s'adapter et réagir face à quelque chose de totalement nouveau. La guerre en Ukraine, elle m'a permis de bien comprendre les rouages du marché du gaz et du pétrole, et aussi certains aspects géopolitiques. Et aujourd'hui, vous pouvez profiter de la crise actuelle sur les banques pour comprendre comment marche une banque, quels sont leurs risques, comment fonctionnent les nouvelles réglementations. Et c'est vrai qu'on a tendance à se stresser parce qu'on pense que le marché est plus risqué aujourd'hui qu'il y a 1 ou 2 mois par exemple. Mais en fait, c'est pas vrai, le marché n'est pas plus risqué aujourd'hui qu'avant la faillite de la Silicon Valley Bank ou des problèmes de Crédit Suisse. Le marché est toujours incertain, le marché est toujours risqué. Si vous avez été cambriolé il y a une semaine, votre maison n'est pas plus risquée que quand elle n'avait pas été cambriolée pendant 4 ans. C'est juste que vous avez plus conscience du risque de cambriolage maintenant qu'avant. Et autre chose, il faut se rappeler que la plupart des nouvelles qu'on reçoit tous les jours, parce que vous et moi, on est des personnes qui sont relativement branchées à l'actualité, en fait on regarde tout ce qui se passe parce qu'on aime ça, hein, tout simplement. Donc on a toutes ces nouvelles qui nous atteignent tous les jours, mais il n'y en a qu'un tout petit nombre qui auront un réel impact à long terme. La plupart des autres ont soit un impact minuscule, soit très souvent zéro impact. Et si on regarde sur 25 ans, il n'y a que très peu d'événements qui ont réellement impacté les bourses mondiales. Il y a eu 2 énormes crises, le dégonflement de la bulle Internet 2001, 2002, 2003 et la crise financière de 2008 qui ont chacune fait baisser la bourse d'environ 50%. Et dans une moindre mesure, la crise du Covid, moins 30%, et la hausse des taux de 2022, pour le moment un plus bas, environ moins 26%. On parle donc de 4 événements en 25 ans, c'est quasiment rien. Ça veut dire que tous les autres événements qui pourtant paraissaient énormes à l'époque, je ne sais pas, on peut parler du Brexit, on peut parler de la crise de l'euro quand on se demandait quel pays si l'euro n'allait pas éclater en tant que monnaie, si on n'allait pas retourner aux monnaies nationales, on peut parler de l'élection de Trump qui était aussi une surprise, mais tout ça finalement c'est du détail. Quand on le vit, quand ça fait la une des journaux pendant des semaines et des mois, ou la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, etc. Détail, tout ça c'était du détail. On reste avec 2 événements majeurs et 2 gros événements en 25 ans. 4 événements, c'est vraiment rien. Donc voilà, ça c'est mon truc à moi, c'est d'apprendre pendant les crises. Dites-moi, comme je le disais en commentaire, ce que vous faites pendant les crises. Est-ce que vous fermez les oreilles ou au contraire, est-ce que vous essayez d'en profiter? Ça m'intéresse énormément. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, de mettre la petite cloche sur YouTube pour avoir les notifications. Et si vous m'écoutez en podcast, mettez-moi une note sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, peu importe. Voilà, c'est toujours bon pour la visibilité. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.